Je me souviens de l'odeur de cet hôtel à Lyon, un mélange d'air conditionné trop froid et de produits de nettoyage trop agressifs. C'était la première nuit de mon déplacement de 2 semaines loin de Jean. Notre vie était une symphonie bien réglée, peut-être trop, une stabilité glaciale. Jean, mon architecte, mon pilier, était la définition même du calme. 31 ans, élégant, jamais un mot plus haut que l'autre. Il était l'homme que ma mère me disait de garder. Marée, Jean est bon. Il prend soin de toi. Tu dois le garder. J'y croyais, je le voulais. Notre amour n'était pas un incendie, c'était une braise régulière, douce, fiable. C'est ce que je me disais pour justifier cette légère, cette persistante sensation de manque, comme si je buvais de l'eau minérale quand j'avais soif d'un vin capiteux. Pendant 3 ans, j'étais toujours celle qui attendait, qui adaptait son emploi du temps à la disponibilité de l'autre. Jean, lui, était là. Toujours à l'heure, toujours poli, toujours distant. Il ne faisait jamais de scène. Il ne me disait jamais « je t'aime » avec l'urgence d'un homme au bord du précipice. Il me disait « je t'aime bien » avec la sérénité d'un homme qui a tout sous contrôle. L'ennui, c'est que l'amour ne devrait pas être une question de contrôle. C'est ce que j'ai réalisé ce soir-là, dans la salle de réception trop bruyante d'un restaurant lyonnais, avec des collègues que je connaissais à peine. J'étais épuisée par le voyage. Jean m'avait conseillé de ne pas partir. « Reste à la maison, mon cœur, je peux m'occuper de tout. » Mais j'avais besoin de cet espace, de cette distance pour respirer, pour me sentir à nouveau moi-même, Marée Delcourt, responsable des relations extérieures, et pas seulement la petite amie de Jean Torel. Mon collègue, un homme que je n'avais jamais rencontré et qui avait été envoyé par le bureau de Jean pour m'accueillir, s'est assis à côté de moi. Il s'appelait Antoine. Il était jovial, un peu trop volubile. La conversation était légère, parlant d'architecture, des projets en cours de Jean, et puis la petite phrase anodine, celle qui fait basculer tout un univers. Antoine a ri, s'est penché et a dit, tout en parlant d'un projet de design réussi. Jean est célèbre sur X, vous savez. Il a un public fidèle, un vrai fan club. C'était un compliment sur sa notoriété professionnelle, pensais-je. J'ai souri, un sourire de façade, celui que l'on donne quand on est déjà à moitié ailleurs. Mais le sourire s'est figé sur mes lèvres. La réaction autour de la table, elle était immédiate, collective et absolument silencieuse. 3 paires d'yeux se sont posés sur moi, puis ont détourné le regard, comme s'ils avaient tous touché un secret qu'il ne fallait pas réveiller. Un air de malaise s'est installé, lourd comme un drap mouillé. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Pourquoi ce regard? Jean, célèbre sur X. Il n'utilisait presque jamais les réseaux sociaux. Il ne faisait que des publications professionnelles, ennuyeuses, sans écho. Je n'avais jamais vu ce public fidèle. L'instinct, cette petite voix féminine qu'on apprend à taire par politesse, s'est mise à hurler. J'ai fait une pirouette, j'ai posé une question sur le vin, la cuisine lyonnaise, tout pour briser cette tension palpable. Ils se sont détendus. Leur soulagement était mon angoisse. Cela prouvait que mon intuition était juste. Quelque chose n'allait pas. De retour à l'hôtel, l'heure tournait. Je me suis démaquillée lentement, chaque geste était un mécanisme pour retarder l'inévitable. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était froid, calculé. Je me suis assise sur le lit, l'ordinateur portable entre les mains. X. Le nom d'utilisateur qu'Antoine avait prononcé, je l'avais retenu. Il était étrange, poétique et n'avait rien à voir avec l'architecture. Je l'ai tapé dans la barre de recherche. La page s'est chargée. L'avatar était une simple photo d'une lune en croissant, prise dans un ciel nocturne étoilé. Le nom qui s'affichait au-dessus du profil était celui que j'avais entendu, celui que mon esprit avait analysé en silence, celui qui me glaçait le sang. J'en tourne vers la lune. Je suis restée figée. Le sang qui s'était retiré plus tôt m'est revenu en un seul coup, provoquant une chaleur douloureuse dans mes tempes. Jean Torel. Mon Jean. Jean tourne vers la lune. Il tournait vers la lune. Et j'ai fait le lien, ce lien terrible et évident. Jean Torel. Son premier amour, son amour de jeunesse au lycée, dont il ne parlait qu'en termes vagues, s'appelait Claire Luneau. Luneau, lune, la lune. Le nom était un poème codé, une déclaration d'amour éternel, publique, et pourtant si bien cachée. Mon Jean. L'homme qui trouvait nos dîners trop longs, qui ne se plaignait jamais, qui ne faisait jamais de vagues. C'était l'homme qui écrivait secrètement des poèmes d'amour sur un réseau social, sous un pseudonyme transparent pour ceux qui connaissaient la clé. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi, non pas à cause de la trahison, mais à cause de la simplicité et de l'audace de cette vérité. Une vérité qui était là depuis tout ce temps, sous mon nez, tandis que je croyais à la fable de notre amour stable. J'ai cliqué sur le compte. La bio était simple. Juste un architecte qui aime les étoiles, ou juste une étoile.
Je suis descendue, ma respiration devenant courte. Je cherchais une erreur, une coïncidence. L'homme que j'aimais ne pouvait pas être à la fois si honnête et si sournois. Mais en descendant, j'ai vu l'historique des publications, des centaines de messages. Ils couraient là sur plusieurs années. Des fragments de poésie, des photos floues de paysages, des citations mélancoliques, des souvenirs d'enfance. Et tous étaient dédiés, sans jamais la nommer directement, à l'une. Des lignes comme « Un jour sans lune est un jour sans ciel » ou « Le souvenir de son rire est mon unique fondation ». J'ai pris conscience que l'homme que j'aimais n'était pas l'homme qui m'aimait. L'homme que j'aimais était un fantôme, une idée de stabilité que j'avais construite moi-même. Mon Jean était en fait « Jean tourne vers la lune », un homme qui utilisait ma présence, ma patience, pour maintenir une façade. Mon corps tremblait, mais étrangement, aucune larme n'est venue. C'était trop grand, trop froid pour les larmes. C'était une blessure à l'âme, pas seulement au cœur. J'étais Marée Delcourt, la femme en sursis. J'ai continué à faire défiler. J'ai passé les premières années, les plus intenses. Je me suis arrêtée sur les publications les plus récentes, celles qui dataient de l'époque où nous étions ensemble. Chaque message était une petite piqûre d'épingle dans ma bulle de confiance. Un message, posté il y a 1 an, disait « Le Rhône scintille ce soir, il ne manque que toi pour le voir ». J'ai vérifié. Ce jour-là, Jean et moi avions passé la soirée à la maison, regardant un vieux film au Champeau. Il m'avait dit qu'il était trop fatigué pour sortir. Il était là, à Paris, avec moi. Mais son esprit était à Lyon, ou peut-être en train de penser à une promenade au bord du Rhône, un endroit qu'il avait clairement partagé avec l'une, pas avec moi. La déception était plus amère que la colère. Je suis tombée sur un message datant d'il y a 6 mois, au moment où nos 2 familles s'étaient rencontrées pour parler de mariage. Jean avait écrit « Le destin nous sépare, mais l'encre ne peut effacer les lignes de ma vie. Tout ce que je le construis pour toi, même si tu n'y habites pas. » C'était un message adressé à Claire le jour où il me faisait des promesses. Ce n'était pas de la trahison physique, c'était pire. C'était une trahison de l'esprit, de l'âme, une confession qu'il n'avait jamais cessé de vivre une double vie intérieure. C'était moi qui n'habitais pas sa vie. Je n'étais qu'un meuble de prestige dans sa maison. L'écran m'a renvoyé à un message posté la veille de mon départ, le jour où nous étions allés manger une fondue savoyarde. Je me suis souvenue de ce repas. J'avais insisté pour qu'il prenne un peu de vin blanc avec le fromage, mais il avait refusé poliment, comme toujours. Tu sais bien, Marée, je n'aime pas le goût du vin. J'ai trouvé la publication, une photo de la fondue, le fromage coulant. La légende. Le fromage fondu est toujours meilleur avec un peu de vin blanc. Et en dessous, les commentaires. Des amis, des complices de cette mascarade. Jean tourne vers la lune, a changé ses habitudes pour l'une. Ou encore, il a oublié qu'il ne buvait pas de vin. Et le commentaire fatal. Elle porte sa robe à fleurs préférée. J'ai zoomé sur la photo, mon cœur battant la chamade. Un coin de tissu, une robe à motifs floraux, un motif que je ne connaissais pas, qui n'était pas le mien, était visible sur le bord du cliché. Il ne s'agissait pas d'une ancienne photo. C'était la veille. Il avait dîné avec elle. Il n'avait pas supporté le vin. Il n'avait pas aimé le goût du vin, avec moi. Mais il avait bu. Il avait partagé ce moment avec Claire. Il avait menti. Il n'était pas contre le vin. Il était contre le vin avec Marée. Cette petite vérité, banale, triviale, était plus douloureuse que toute la poésie secrète. Car c'était le détail qui prouvait que j'étais une exception, pas la règle. J'étais l'à côté, le détour, tandis qu'elle était l'horizon. J'ai fermé l'ordinateur. Le silence de la chambre d'hôtel était devenu hostile. Je n'étais pas à Lyon pour le travail. J'étais à Lyon, loin de Paris, pour laisser le temps à Jean de vivre sa vraie vie. J'ai rallumé l'écran. Je devais regarder la suite, comme si la douleur devenait ma seule boussole, ma seule preuve d'existence. Le conte de Jean tourne vers la lune n'était pas seulement un journal intime. C'était un monument érigé à la gloire d'une autre femme, sous mes yeux. Je suis descendue encore, jusqu'à l'année dernière, l'année où nous avions emménagé ensemble dans notre appartement du 14e arrondissement. Une publication m'a interpellée. C'était une photo d'un billet de train, un billet SNCF pour Annecy. La légende était simple, toujours en route, même si le temps s'est arrêté. C'était un voyage d'un week-end, il y a exactement 9 mois. Je me suis souvenue de ce week-end avec une clarté cruelle. Jean m'avait dit qu'il devait aller à La Rochelle pour un séminaire urgent d'architecture. J'avais insisté pour l'accompagner, pour rendre ce déplacement moins solitaire, mais il avait refusé avec une politesse ferme. « Non, ma chérie, je déteste les longs trajets, tu le sais. Et puis, La Rochelle, ce n'est pas ton genre, je serai très occupée. » Un mensonge qui avait tenu 3 jours et que je n'avais même pas soupçonné.
J'avais passé le week-end à travailler, à l'attendre, à me sentir coupable de mon besoin d'être à ses côtés. Et le voilà, sur X à Annecy, à plus de 800 kilomètres dans une autre direction, partageant un billet de train comme un trophée. Annecy, ville romantique, la Venise des Alpes. Ce n'était pas La Rochelle, et ce n'était pas un séminaire. C'était un mensonge cousu de fil blanc, si facile, que je n'ai pu que rire. Un rire sec, sans joie. Il détestait les longs trajets, il détestait les longs trajets avec moi. Il était prêt à l'accumuler des centaines de kilomètres pour Claire. L'effort qu'il refusait de faire pour notre amour, il le faisait joyeusement pour un amour passé. Je suis allée plus loin dans le conte. J'ai vu une série de photos, toutes floues, prises à la hâte d'une gare à l'autre. Des quais déserts, des panneaux d'affichage, des trains de nuit. J'ai compté. En 3 ans, il y avait 212 photos de billets de train, tous pour des longues distances, tous pour des week-ends. 212 moments où il m'avait dit qu'il était trop fatigué, trop occupé, qu'il détestait l'agitation, qu'il préférait la tranquillité de notre appartement parisien. 212 fois où il avait choisi de s'éloigner de moi pour se rapprocher d'elle. C'était l'accumulation de ces petites trahisons qui détruisaient mon monde. Pas un seul grand drame, mais une infinité de minuscules entailles. Le détail le plus douloureux n'était pas la distance, c'était le contraste de l'énergie. Il était devenu, pour elle, cet homme passionné, aventureux, qui partait à l'improviste. Avec moi, il était l'homme prévisible, le Jean sécurisant, le Jean qui ne bougeait pas. Il m'avait enfermé dans une version de lui-même qui n'existait que pour me tromper, me rassurer. Je n'étais pas sa partenaire, j'étais son alibi, sa couverture. Mon cœur n'était plus brisé, il était pétrifié. J'ai cessé de chercher la colère, l'indignation, j'ai trouvé quelque chose de plus froid et de plus définitif, le néant. Je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vraiment connu. J'avais aimé l'idée de Jean, l'idée de l'homme parfait qui ne faisait pas de vagues. Mais l'homme véritable était un poète traître, un voyageur secret, un homme qui utilisait ma patience pour cultiver son regret éternel. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre. La ville de Lyon dormait sous un ciel d'encre. Il était 3 heures du matin. L'heure de vérité, dit-on, l'heure où les masques tombent. Je ne savais plus quoi ressentir. Je devais le confronter, non pas pour avoir des réponses, mais pour mettre fin à cette farce. Non pas pour lui faire payer sa trahison, mais pour me libérer moi-même. Je devais affronter le fantôme pour pouvoir enfin le laisser derrière moi. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient, légèrement, plus par le froid que par la peur. J'ai tapé son numéro. Ce numéro que je connaissais par cœur. Ce numéro qui me paraissait soudain appartenir à un étranger. Il a sonné, longuement. Mon cœur silencieux depuis des heures a recommencé à battre, lourdement, comme un tambour de guerre. Il a fallu une éternité avant qu'il ne décroche. J'étais sur le point de raccrocher, de me rétracter, de me dire que j'avais tout imaginé. « Allô, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix. Elle était pâteuse, rauque, celle d'un homme réveillé en plein sommeil. Il n'y avait pas de surprise, seulement une irritation contenue, masquée par une douceur étudiée. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'ennuies ?» Le ton était familier, mais pour la première fois, ce ton m'a semblé faux, comme une vieille mélodie qui ne sonnait plus juste. C'était le ton qu'il adoptait pour me rassurer, pour me remettre à ma place de petite amie anxieuse. Toute la colère, toute la tristesse, toute la douleur que j'avais contenue se sont coincées dans ma gorge. Je ne pouvais pas parler. Je voulais crier le nom de Claire Luneau, je voulais lui demander pourquoi. Mais les mots sont restés bloqués, remplacés par une vague de larmes silencieuses. « Marée, tu pleures ? Dis-moi ce qui se passe. » Maintenant, il y avait une pointe d'inquiétude, mais une inquiétude qui sonnait comme une obligation, pas comme une affection. Il était obligé d'être l'homme doux, mais son impatience transperçait la façade. J'ai réussi à articuler, ma voix étranglée. « Jean, je ne me sens pas bien, je me sens seule. » C'était un mensonge, une façon d'ouvrir la porte à une vérité plus grande. Je ne me sentais pas seule, je me sentais remplacée. « Est-ce que tu peux venir me voir ?» Silence. Le silence était pire que n'importe quelle réponse. C'était une confirmation, un vide dans lequel je pouvais entendre ma propre naïveté s'écraser. « Je suis à Lyon, Jean, Paris n'est qu'à quelques heures. S'il te plaît, viens me voir, maintenant. » C'était la première fois en 3 ans que je lui demandais un tel effort, un geste impulsif, un sacrifice de son confort. J'avais besoin de voir s'il pouvait être un peu de l'homme qu'il était pour Claire. Le silence a duré, il a duré jusqu'à ce que mon cœur, en attente, comprenne la réponse sans qu'elle soit prononcée. Je me suis souvenu de la phrase que je m'étais dite en voyant la photo d'Annecy. Seules celles qui sont aimées ont le droit d'être consolées. Je n'étais pas de celle-là. Enfin, il a parlé. Sa voix n'était plus endormie. Elle était froide, dure, d'une netteté métallique.
C'était la voix de l'architecte qui critiquait un plan de construction défectueux. « Marée, arrête de faire du désordre, c'est absurde. » Il a pris une grande inspiration, comme s'il se préparait à donner une leçon. « Ce voyage à Lyon, tu l'as choisi. Je t'ai dit de prendre un congé, de rester. Tu as voulu y aller. Tu es une femme adulte, tu as des responsabilités. Tu dois assumer tes choix. Assumer mes choix. » La phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle accusation d'infidélité. Il me renvoyait la responsabilité de ma propre solitude. Ma tristesse, mon besoin, n'étaient pour lui que que du désordre. Il n'y avait aucune empathie, aucune tentative de comprendre au-delà de la surface. Il me jugeait, me réprimandait, me ramenait à un statut d'enfant capricieuse. Le travail te stresse? Quitte. Laisse tomber ce poste. Il a conclu sur une note de suffisance insupportable, le dernier coup de grâce. Je peux subvenir à tes besoins, Marée. Rentre à la maison et repose-toi. Je peux subvenir à tes besoins. Je peux te nourrir. Ce n'était pas une proposition d'amour, c'était une offre de tutelle. Une façon de me réduire à une dépendance confortable, pourvu que je reste silencieuse, immobile, et que je ne perturbe pas l'équilibre de sa vie secrète. Je n'étais pas une femme à ses yeux, j'étais un objet de décoration, un statut à maintenir. À cet instant précis, mes larmes se sont taries. La rage n'a pas pris le dessus, mais une clarté glaciale, comme l'eau d'un lac de montagne. La marée faible, amoureuse, et c'est morte. Elle a été remplacée par une femme vide, mais incroyablement calme. Je n'ai plus tremblé. J'ai redressé le dos, même si j'étais seule dans la chambre. « Jean », ai-je dit, ma voix étonnamment stable. « Non, je n'ai pas besoin que tu subviennes à mes besoins. J'ai besoin d'un homme qui choisisse d'être avec moi. » Il a commencé à protester, un son agacé. « Mais Marée, de quoi parles-tu? Je t'ai choisi. Nous allons nous marier. » « Non, Jean. Je l'ai coupé. Nous nous séparons. » J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel, sec, sans hésitation. Le silence s'est revenu, mais cette fois, il était différent. Il était définitif, lourd de liberté. J'ai regardé le téléphone. Il n'a pas sonné à nouveau. Jean n'a pas rappelé. Pas de message. Pas de tentative de s'excuser, de comprendre, ou même de se mettre en colère. Il était retourné dormir, laissant le désordre derrière lui. Dans cette solitude complète de la chambre d'hôtel, j'ai eu une révélation. Pendant ces 3 années, je n'avais pas seulement été seule. J'avais été seule en croyant être aimée. C'était la double peine, l'illusion qui avait coûté le plus cher. Je n'étais qu'un chapitre de transition pour lui, une encre, tandis que Claire était sa poésie éternelle, sa lune vers laquelle il ne cessait de se tourner. Il ne m'avait jamais choisi. Il avait juste été en attente, et moi j'étais son siège d'attente. Je me suis approchée du miroir. Mon visage était pâle, mes yeux cernés, mais il brillait d'une nouvelle lumière. C'était la lumière d'une femme qui venait de se reprendre. Mon cœur ne saignait plus. Il était en train de se reconstruire, un fragment d'acier glacé à la fois. J'avais fait le choix de la fin, le seul choix possible. Je ne serais plus jamais l'option par défaut. J'ai coupé court. Le téléphone dans ma main s'était redevenu froid, inerte. Jean n'a pas rappelé. Le silence de l'appareil était le silence de son indifférence. Il devait être irrité. Irrité par l'interruption de son sommeil, irrité par mon désordre, irrité par cette fin de conversation abrupte qui l'obligeait à essayer à gérer une situation imprévue. Mais triste, non. Il n'y avait aucune place pour la tristesse dans l'esprit d'un homme qui, en me perdant, perdait une simple commodité. Il perdait la femme qui prenait soin de la maison, qui était polie avec sa mère, qui assurait sa stabilité sociale. Il perdait une chose, pas une personne. Je ne pouvais pas rester dans cette chambre. C'était la chambre qu'il avait choisie, qu'il avait payée, qu'il avait organisée pour mon séjour professionnel. Chaque coussin, chaque rideau, chaque silence portait l'empreinte de son organisation parfaite, de sa trahison bien orchestrée. En pleine nuit, j'ai jeté mes affaires dans ma valise, avec une rapidité mécanique. Je n'ai laissé qu'une note courte, impersonnelle, sur la table de chevet, comme on rend les clés d'un appartement qu'on n'a jamais habité. Je suis partie. Ne cherche pas à me contacter. J'ai ajouté à la fin, presque par malice, Marée. J'ai volontairement omis tout adjectif, juste mon nom. Il était près de 4 heures du matin lorsque j'ai quitté l'hôtel. La réception de nuit m'a regardé avec une curiosité polie. J'ai souri, j'ai dit que j'avais trouvé un appartement en ville, un mensonge trivial pour masquer l'effondrement total de ma vie. Dehors, Lyon était enveloppé dans le manteau froid de l'aube. J'ai marché sans but pendant 1 heure, traînant ma valise à roulettes sur le pavé, le bruit de mes pas résonnant dans les rues désertes. J'ai trouvé un petit hôtel, beaucoup moins cher, dans une ruelle près des quais du Rhône. Il n'avait pas le luxe aseptisé de l'autre. Il était vieux, sentait le café et la poussière. C'était parfait. C'était un lieu de solitude honnête, pas une cage dorée.
Assise sur le rebord de la fenêtre, regardant les lumières clignotantes sur l'eau, j'ai commencé la dissection froide de notre histoire. 3 ans. 3 ans d'une relation que tout le monde, y compris moi, considérait comme idéale. Nous étions le couple stable, le couple mûr. Nous avions des projets, un mariage, des enfants. Tout était tracé, logique, rassurant. Mais en y repensant, c'était une trajectoire sans flamme. Une fusée sans carburant, maintenue en orbite par la simple force de l'habitude et de l'attente sociale. Je me suis souvenu de ma mère. Jean est bon. Tu dois le garder. Les mots résonnaient. Oui, Jean était objectivement bon. Il n'était pas un ivrogne, il n'était pas violent. Il était travailleur et il était beau. Il remplissait toutes les cases de la liste de l'homme idéal. Mais le problème n'était pas qu'il était mauvais. Le problème était qu'il était bon pour tout le monde, sauf pour moi, Marée, la seule personne qui avait droit à son authenticité. Il réservait son vrai soi, sa passion, ses voyages, ses mensonges audacieux, à Claire. Et à moi, il me donnait sa stabilité, sa version éteinte, l'homme qu'il était, quand il attendait d'être l'autre. Le temps que nous passions ensemble au Champeau, regardant ces vieux films français qu'il aimait. Était-ce réel, ou était-ce simplement une façon de remplir les ors, intéressant en attendant son prochain voyage vers l'une, le souvenir de ses mains, fermes mais douces, tenant les miennes lors d'une promenade dans le jardin des plantes. Était-ce de l'amour ou était-ce l'habitude d'une main familière? Chaque souvenir était désormais teinté d'une toxicité nouvelle, non pas la toxicité de la haine, mais celle de la substitution. J'étais un substitut, une béquille pour son cœur brisé, le pansement provisoire qu'il refusait d'arracher. La douleur n'était pas la jalousie. Je n'enviais pas Claire. Je plaignais cette version de moi-même, cette Marée qui avait investi son temps, son âme, sa confiance, dans une fausse promesse. J'ai eu envie de pleurer, non pas pour Jean, mais pour la petite fille en moi, qui avait cru au conte de fées, au prince charmant. Cette petite fille, elle était morte dans la nuit, étranglée par les centaines de billets de train et les messages codés. Et si je n'avais rien découvert, si je n'étais pas allée à Lyon, si le collègue n'avait pas parlé, pendant un instant, la tentation de la facilité m'a effleurée. Si j'étais restée dans l'ignorance, j'aurais continué ma vie confortable, je me serais mariée avec l'homme le plus stable de Paris, j'aurais eu des enfants, et j'aurais vécu une vie tranquille, sans passion, mais sans drame. Aurais-je été plus heureuse? Non. La réponse est venue avec la force d'un coup de poing. L'ignorance est une prison dorée, mais c'est une prison. J'aurais vécu une vie à l'ombre de Claire Luneau, une vie où je n'aurais jamais été la priorité. Mon propre manque de passion, ma propre tendance à la patience, avait créé l'espace pour sa trahison. Jean m'avait aimé comme on aime un meuble pratique. On sait qu'il est là, on l'utilise, mais on ne rêve pas de lui. Il rêvait de la lune, et moi j'étais son plancher. J'ai réalisé que la rupture n'était pas une conséquence de sa trahison. C'était une conséquence de ma propre lucidité. C'était la première fois que je me choisissais avant lui. En raccrochant, en quittant la chambre, j'avais fait un pas vers moi-même. L'aube a commencé à poindre sur le Rhône, le ciel prenant des teintes pastel, douces comme une promesse. J'ai attrapé mon téléphone, pas pour l'allumer, mais pour le regarder. Le compte de Jean tourne vers la lune était toujours là, sur le profil, le petit logo X. Je n'ai pas bloqué Jean. Je n'ai pas laissé de message haineux. J'ai fait quelque chose de plus radical. J'ai supprimé mon propre compte. Pas seulement l'application. Mon compte entier. Je me suis effacée du paysage où il pouvait me regarder. Je ne voulais plus être une spectatrice de ma propre douleur, ni une actrice dans sa pièce. Je voulais disparaître de son champ de vision, non par vengeance, mais par nécessité de survie. Je ne voulais plus voir ses mensonges, ses poèmes, son rêve éternel. Je voulais commencer à écrire ma propre histoire, sur une page vierge, sans la pression de sa comparaison, sans la présence de son fantôme. Le soleil s'est levé complètement sur les toits de Lyon. Une lumière dorée, vive, a inondé la petite chambre. J'ai senti mes épaules se détendre. La lourdeur des 3 dernières années a commencé à se dissiper, remplacée par une légèreté étrange. Je n'avais pas perdu Jean, j'avais perdu une illusion, un fardeau. J'ai murmuré, ma voix était rauque après la nuit sans sommeil. Je ne pleurerai plus jamais pour un homme qui ne me choisit pas. C'était un vœu, une promesse. La fin de Marée, la femme en attente. Le début de Marée, la femme libre. Je devais finir ma mission professionnelle à Lyon. Je devais retrouver mon chemin vers Paris. Mais je n'y retournerai pas dans la même vie. Le chapitre de l'attente est clos. Le chapitre de la reconstruction commence. Je suis la seule personne qui compte désormais. Les 2 jours qui ont suivi la rupture ont été d'une platitude anesthésiante. J'ai plongé dans le travail avec une ferveur monacale. Les rendez-vous, les dossiers, les négociations,
Tout cela est devenu mon bouclier, mon mur contre la vague qui menaçait de m'engloutir. Je ne pensais à rien d'autre qu'aux mots que j'avais à dire, aux chiffres que je devais maîtriser. Mon corps était à Lyon, mon esprit était dans la tâche à accomplir. Mais mon cœur était suspendu, absent. Je crois que c'était une forme d'autoprotection. Si je ne ressentais rien, je ne pouvais pas souffrir davantage. J'avais quitté le confort. J'avais quitté la sécurité. Et pourtant, pour la première fois, je me sentais moins vulnérable. En ayant tout perdu, je n'avais plus rien à craindre de perdre. Jean n'avait pas essayé de me joindre, ni appel, ni message. Ce silence était la réponse la plus éloquente à ma question muette. J'avais raison. Il s'était débarrassé d'un fardeau sans émotion. Il avait dû simplement soupirer de soulagement en se disant que le désordre avait pris fin de lui-même. J'imaginais sa vie, redevenue lisse, avec une petite histoire à raconter à ses amis proches. Marée a craqué sous la pression du travail. Je lui souhaite le meilleur. Le 3e jour, en sortant d'une réunion avec la chambre de commerce, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, pas un numéro de portable habituel, mais une ligne fixe, peut-être un bureau. J'ai hésité à répondre. J'étais en train de construire ma nouvelle bulle de sérénité et je ne voulais laisser personne la percer. J'ai ignoré l'appel. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé. Un message court, dénué de toute familiarité ou d'excuses. C'était froid, factuel et d'une audace insensée. Nous devrions parler. Claire Luneau. Mon souffle s'est coupé. Le nom. Claire Luneau. Le fantôme, la lune vers laquelle Jean s'était toujours tourné, venait de frapper à ma porte. J'ai relu le message, mes doigts se sont crispés sur le téléphone. C'était trop direct, trop inattendu. Après la trahison de Jean, je pensais avoir atteint le pic de l'horreur émotionnelle, mais ça, c'était une nouvelle pente. La maîtresse m'invitait à une conversation. Il y avait une arrogance, une assurance dans ce geste qui m'a d'abord révoltée. Que voulait-elle ? Voulait-elle s'assurer que j'étais bien partie ? Voulait-elle me narguer ? Me prouver que son amour était plus fort, plus légitime ? Je n'étais pas jalouse d'elle, je ne l'avais jamais été. La jalousie implique un sentiment de compétition. Or, je n'avais jamais su qu'il y avait une compétition. Maintenant, je ne ressentais que de la curiosité. Une curiosité clinique, presque scientifique. J'ai composé une réponse, puis je l'ai effacée. Pourquoi ? Qu'avez-vous à me dire ? Trop faible, trop impliqué. Je devais me montrer détachée. J'ai laissé passer 1 heure, le temps de reprendre le contrôle de ma respiration. Puis, je me suis souvenue de ce qui me rongeait le plus, la question de ma propre insuffisance. Jean m'avait choisi pour ma stabilité, mais il s'était échappé pour sa passion. Où avais-je échoué ? J'avais besoin de regarder l'autre femme, non pas pour la détester, mais pour comprendre ce que j'avais manqué d'être. J'ai répondu. Un seul mot, une adresse. Café des Canuts, 14 heures. C'était un café que je n'avais jamais visité, dans le quartier de la Croix-Rousse. Un endroit neutre, loin de l'agitation touristique. J'ai choisi l'heure et le lieu, reprenant le contrôle de ce fragment de destin. En envoyant le message, j'ai senti une étrange montée d'adrénaline. Ce n'était pas la peur, c'était l'excitation de la confrontation avec la vérité nue. Je n'y allais pas pour me battre pour Jean, j'y allais pour me battre pour Marée, pour récupérer la dignité que j'avais perdue, en attendant un amour qui n'existait pas. L'attente a été longue, mais plus supportable que l'attente du rappel de Jean. Je me suis préparée avec une minutie presque rituelle. J'ai choisi une tenue professionnelle, un tailleur gris discret, mes cheveux tirés en arrière. Je voulais avoir l'air de celle qui était en contrôle, celle qui venait négocier, et non celle qui venait pleurer. C'était une réunion de travail, l'objet étant la liquidation d'une relation. Je suis arrivée 10 minutes en avance. Le café des Canuts était tranquille, les tables en terrasse offrant une vue partielle sur les toits de la ville. J'ai choisi une table à l'intérieur, dans un coin, pour limiter les regards extérieurs. J'ai commandé un thé noir, fumant, réconfortant. Je me sentais comme un soldat, avant la bataille, ayant besoin de chaleur et de concentration. À 14 heures précises, elle est entrée. Claire Luneau. Je l'ai reconnue immédiatement. Pas grâce à des photos, Jean n'en avait jamais gardé, mais grâce à la description que j'avais faite d'elle dans mon esprit. Elle était plus jeune que moi, d'une élégance naturelle, sans effort. Elle portait une robe d'été, légère, simple, la fameuse robe à fleurs que j'avais vue dans les commentaires sur X. Ses cheveux étaient longs, bruns et tombaient en cascade sur ses épaules, avec une liberté que je n'avais jamais osé m'accorder. Elle avait un sourire serein, sans trace d'anxiété. Elle ne se sentait pas coupable, elle se sentait légitime. Nos regards se sont croisés. Ce fut le moment le plus étrange de ma vie. Je regardais la femme qui avait volé 3 ans de ma vie, non avec haine, mais avec une sorte de fascination morbide. Elle n'était pas un monstre,
Elle était belle, douce, lumineuse. Elle était l'incarnation de ce que Jean recherchait et que je n'étais pas. Elle s'est dirigée vers ma table. Son sourire s'est fait plus poli, plus distant. « Marée, je suis Claire. » Sa voix était douce, posée, sans arrogance, mais avec une autorité naturelle. Une autorité qui disait « Je sais qui je suis, je sais qui tu es, et je sais pourquoi nous sommes ici. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait un signe de tête vers la chaise en face de moi. Elle s'est assise, s'est redressée. Il n'y avait pas de tension dans ses épaules, seulement de la confiance. Cette confiance m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Elle savait qu'elle avait gagné. Mais je devais savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle a commandé un café, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. C'était un regard bleu acier, étrangement honnête. Je suis désolée que vous ayez dû découvrir la vérité de cette façon. Jean n'a jamais voulu vous blesser. Le mot « désolé » m'a fait grincer des dents. C'était un mot vide de sens. J'ai répondu calmement, sans lever la voix. Et pourtant, me blesser était la conséquence inévitable de ses choix. Elle a hoché la tête, acceptant mon point avec une facilité déconcertante. Oui, mais Jean n'est pas un homme de choix. Il est un homme de loyauté, et il est resté loyal envers moi, même quand il était avec vous. Elle a osé dire cela. C'était la justification la plus cruelle que j'ai jamais entendue. Jean n'avait pas été loyal envers elle, il avait été lâche envers moi. Il vous a trahi parce qu'il n'arrivait pas à m'oublier. Il ne vous aimait pas moins, il m'aimait plus. C'est la nature de Jean. Il est incapable de couper les liens. Elle a bu une gorgée de son café. Il n'a jamais voulu que vous soyez un substitut. Il voulait que vous soyez un refuge, un lieu de repos. Mais il n'a jamais cessé de regarder le ciel pour me chercher. J'ai serré ma tasse de thé. C'était une confession, mais aussi une déclaration de victoire. Elle me disait « Vous étiez l'encre, j'étais la voile. » J'ai posé ma propre question, celle qui me taraudait depuis des jours. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi m'envoyer un message ?» Claire a soupiré, un geste sincère cette fois-ci. « Parce que Jean est perdu. Il m'a contacté après que vous ayez raccroché. Il ne comprend pas pourquoi vous l'avez quitté. Il est en colère. Il est blessé dans son orgueil. Et il n'arrive pas à accepter que la femme qu'il pensait être à lui par acquis, celle qui devait l'attendre, soit partie. Il est sur le point de venir vous chercher à Lyon. Mon sang s'est glacé. Jean venait à Lyon. Non pas par amour, mais par orgueil. Elle a confirmé mes pires craintes. Je suis ici pour vous demander de ne pas le laisser revenir. Je suis ici pour vous dire de le laisser. S'il revient vers vous maintenant, il le fera par habitude, par peur du vide, mais pas par amour. Et quand il reviendra vers moi dans 1 mois ou 2, votre départ n'aura servi à rien. La cruauté de cette honnêteté était désarmante. Elle me demandait de me sacrifier une seconde fois, non pas pour Jean, mais pour leur propre bonheur. Elle me disait que j'étais le maillon faible, celui qui pouvait être manipulé, celui qui pouvait être récupéré. Jean et moi sommes liés depuis l'adolescence. Nous nous sommes séparés à cause de la pression familiale, mais nous n'avons jamais coupé le cordon. Il a toujours su où me trouver. Elle a marqué une pause et son regard s'est fait plus tendre, presque maternel. Vous êtes différente, Marée. Vous êtes forte, organisée. Jean avait besoin de votre stabilité pour masquer son chaos. Mais il n'a jamais été assez honnête pour vous donner le chaos qu'il donnait aux autres. C'était une tentative de flatterie déguisée, mais une partie de moi a compris. Jean ne m'avait pas aimé pour ce que j'étais, mais pour ce que je pouvais faire pour lui. J'étais son ordre dans le désordre de ses émotions. Et Claire était son désordre, son éternel défi. Il ne vous a pas trahi par choix. Il vous a trahi parce qu'il ne pouvait pas faire le choix. Il était coincé entre la sécurité que vous représentiez et le rêve que je suis. J'ai respiré profondément, fixant le motif sur ma tasse de thé. Elle n'était pas l'ennemi. Elle était la vérité que Jean avait refusé d'affronter. « Dites-moi, Claire, » ai-je demandé, ma voix basse et vibrante. « Pendant tout ce temps, pendant ces 3 ans, il ne vous a jamais demandé de revenir pour de bon ?» Elle a baissé les yeux pour la première fois, la seule fissure dans son armure. Non, pas vraiment. Il voulait me garder à distance. Il disait qu'il ne voulait pas me faire souffrir en m'enchaînant à sa vie trop planifiée. Elle a levé les yeux avec une lueur de tristesse authentique. En fait, il était trop lâche pour choisir entre vous et moi. Il a choisi de nous garder toutes les deux. C'était ça, la lâche vérité. Il était un collectionneur, pas un amant. Il collectionnait la sécurité, moi, et la passion, elle, sans jamais les fusionner. Jean n'a jamais voulu vous faire de mal, Marée. Il a juste manqué de courage. Et si vous le laissez revenir, vous lui donnez l'autorisation d'être lâche pour toujours. Elle avait fini. Elle avait exposé le cœur de la trahison de Jean. L'homme n'était pas un méchant, c'était un faible, et j'avais été la victime de sa faiblesse. Elle s'est levée, posant un billet sur la table pour son café. « Je suis désolée que vous ayez été dans cette position.
Mais maintenant, c'est à vous de choisir. Ne soyez pas son plan B, soyez votre propre plan A. Alors qu'elle atteignait la porte, je l'ai rappelée. Claire, une dernière chose. Elle s'est retournée. Si Jean vous supplie de revenir vers lui, que ferez-vous? Elle a souri, non pas triomphalement, mais avec la confiance d'une femme qui savait déjà la réponse depuis des années. Je laisserai tout tomber. J'irai vers lui. C'était la confirmation que j'attendais. Le moment où j'ai su que le combat n'était pas contre elle, mais contre l'idée que je pouvais être remplacée. Elle est sortie. Je suis restée seule, fixant le vide de la porte. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse. Juste un grand vide. J'avais rencontré le fantôme. Le fantôme était réel, et il m'avait dit de ne pas laisser l'homme que j'aimais revenir vers moi. J'ai quitté le café des Canuts, mes jambes me portant à peine. La rencontre avec Claire n'avait pas été le combat de jalousie que j'avais anticipé, mais une séance de thérapie forcée et cruelle menée par mon adversaire. Elle était l'eau froide qui avait dissipé la brume de ma propre illusion. Je ne ressentais plus de colère envers elle, seulement une fatigue immense. Elle était la lune, réelle, tangible, et moi, j'étais la terre qu'elle éclairait sans la voir. Mon cœur était devenu un champ de bataille désert, sans vainqueur, juste des ruines. De retour dans ma petite chambre d'hôtel, j'ai enlevé ma veste de tailleur, cette armure qui n'avait servi à rien. Je me suis écroulée sur le lit, le corps lourd, mais l'esprit étrangement léger. Il n'y avait plus de suspense. La vérité était là, crue, impitoyable. Jean était un homme lâche, incapable de choisir. Et moi, j'étais la victime consentante de cette lâcheté. J'avais pris le vide pour de la plénitude, le silence pour de la confiance. J'ai attrapé mon ordinateur, l'objet même de ma chute. J'ai rouvert le compte de Jean tourne vers la lune. Cette fois, je n'y cherchais plus de preuves de sa trahison. Je cherchais à comprendre l'anatomie de son regret, le chemin qu'il avait emprunté pour s'éloigner de moi tout en restant à mes côtés. J'ai défilé les centaines de messages, chaque mot s'enfonçant en moi comme un éclat de verre. Je suis tombée sur un message posté un soir où nous devions aller à un dîner chez ses parents. Il avait annulé à la dernière minute, prétextant une migraine terrible, insistant sur le fait qu'il était trop sensible aux lumières. Ce soir-là, il avait écrit sur XNLs. La tête est lourde, mais le cœur s'allège à tes côtés, loin des néons, près de toi. Il y avait une photo d'un simple plat de pâtes, cuisiné à la maison, avec 2 verres de vin sur la table et la fameuse robe à fleurs de clair en arrière-plan. Il n'avait pas eu de migraine. Il avait juste eu besoin d'une soirée loin de sa façade. Il avait fui la lumière de notre vie pour l'obscurité réconfortante de son amour perdu. Chaque mensonge était un fil qui me rattachait à une existence que je croyais partager. Chaque absence de Jean, chaque fois où il avait dit « Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je déteste la foule », était un moment où il construisait une mémoire avec Claire. Notre vie ensemble n'était pas un tissu, c'était une passoire. J'ai fait défiler le compte jusqu'à un message très ancien, datant de 6 mois avant notre rencontre. C'était un poème court, d'une intensité déchirante, parlant d'un amour impossible, d'une séparation forcée. En dessous, Claire avait répondu « Il y aura toujours nous, Jean ». Cette réponse, vieille de plus de 3 ans, m'a frappée de plein fouet. J'ai réalisé que lorsque Jean m'avait rencontrée, lorsqu'il m'avait séduite, lorsqu'il m'avait demandé de vivre avec lui, il avait déjà cette certitude. Il y aurait toujours eux deux. Je n'étais qu'une parenthèse qu'il avait décidé de remplir, le temps que son cœur cicatrise. Mais un cœur qui ne veut pas cicatriser utilise le pansement pour se cacher, pas pour guérir. J'ai passé la nuit à lire, à revivre, à disséquer. L'accumulation des mots d'amour qu'il n'avait jamais prononcés pour moi, la violence émotionnelle de ce journal secret, ont fini par m'engourdir. À mesure que les heures passaient, la tristesse s'est muée en une fatigue physique profonde, existentielle. J'étais fatiguée d'attendre l'amour, fatiguée de comprendre la trahison, fatiguée d'être marée, la femme de l'ombre. Vers 5 heures du matin, je me suis levée du lit. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la petite salle de bain. J'ai vu une femme pâle, les yeux rougis, non par les larmes, mais par le manque de sommeil et la tension. C'était la femme qui avait cru aux promesses, qui avait mis sa vie entre les mains d'un homme qui n'avait qu'un seul amour véritable, et ce n'était pas elle. J'ai vu sur mon visage les 3 années d'efforts, de patience, de compréhension que j'avais données à Jean. Et là, au lieu de pleurer, le vide, un vide terrible. La femme dans le miroir était une coquille, vidée de toute émotion forte. Il n'y avait plus de rage, plus de désespoir, seulement le silence. J'ai compris à cet instant précis qu'il n'y avait plus rien à sauver, ni dans cette relation, ni dans ma peine. Mon énergie était épuisée.
Je n'avais plus la force de pleurer pour un homme qui ne méritait même pas mon ennui. La rencontre avec Claire, la lecture du contexte, la discussion par téléphone, tout cela avait été le processus de deuil accéléré d'un amour qui était mort avant de naître. L'acceptation n'était pas une libération joyeuse, mais un effondrement silencieux. J'étais arrivée au fond du gouffre, mais au fond, le sol était ferme. J'ai pris une décision radicale, un geste de survie. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai cherché le compte de Jean sur X. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué son numéro de téléphone. J'ai bloqué son adresse email. Je ne voulais pas le narguer. Je ne voulais pas qu'il le sache. Je voulais juste le rendre inatteignable pour moi. Je devais créer une barrière physique, une distance numérique pour empêcher la marée faible de revenir en arrière, de se laisser manipuler par ses excuses à venir, par son orgueil blessé. J'ai fermé l'ordinateur. Le compte de Jean tourne vers la lune n'existait plus pour moi. Il était enfermé derrière des murs virtuels, dans une dimension qui n'était plus la mienne. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé la lumière du jour, naissant filtrée à travers la fenêtre. Le soleil n'était pas encore levé, mais la ville s'éveillait. Le bruit des voitures, les klaxons lointains, la rumeur de la vie. Tout cela continuait, et moi aussi je devais continuer. J'ai chuchoté à mon reflet une promesse solennelle. Je n'ai pas besoin de gens, je n'ai besoin de personne, je suis complète. C'était un mensonge, bien sûr, je n'étais pas complète. J'étais brisée, mais c'était un mensonge nécessaire pour survivre, un mantra pour commencer la reconstruction. Je devais transformer ce vide en force, cette absence en opportunité. Je me suis souvenue de la phrase de Claire. Il est sur le point de venir vous chercher, à Lyon. Je savais qu'il viendrait, non pas par amour, mais par peur du vide, comme elle l'avait dit. Je devais être prête pour lui, mais pas pour l'accueillir, pour le renvoyer. Je devais transformer ma démission silencieuse en une confrontation pleine de dignité. Mon séjour à Lyon n'était plus un déplacement professionnel. C'était une retraite forcée, un camp d'entraînement pour apprendre à revivre seul. J'avais senti le sol ferme sous mes pieds, cette sensation de réalité enfin retrouvée. La marée qui attendait était morte. La marée qui se bat pour elle-même était née, et elle était fatiguée, mais déterminée. Hall 2, Fan 3, les jours suivants ont été les plus productifs de ma carrière. J'ai utilisé l'énergie du désespoir, l'urgence de la vérité pour devenir une professionnelle sans faille. Mon travail n'était plus une obligation, mais une distraction vitale. Je passais 12 heures par jour à mon bureau, mes rapports étaient précis, mes présentations impeccables. Je parlais avec les interlocuteurs lyonnais avec une clarté et une détermination nouvelles. Ils voyaient une jeune femme ambitieuse, sérieuse, concentrée. Ils ne voyaient pas le vide à l'intérieur, l'âme qui se reconstruisait en silence, brique par brique. Chaque succès professionnel était une petite victoire sur Jean. Il avait dit « Le travail te stresse, quitte. Je peux subvenir à tes besoins. » Il avait dévalorisé mon ambition, la voyant comme un caprice que sa générosité pouvait éteindre. En réussissant ici, à Lyon, loin de lui, je prouvais que ma valeur n'était pas mesurée par mon besoin de lui, mais par ma propre compétence. Je pouvais subvenir à mes besoins, et c'était la plus grande des libertés. Le soir, je retournais dans mon petit hôtel près du Rhône. Je ne passais plus des heures à relire les messages du Contix. Je ne pensais plus à Claire. Elles étaient devenues, Jean et elle, deux figures lointaines, les personnages d'un roman que j'avais fini de lire et que j'avais refermé. Je ne cherchais plus à comprendre pourquoi. J'acceptais le quoi. J'en laissais le quoi et le comment. Et sans le comment. Il m'avait trompé parce qu'il le pouvait, et je l'avais permis parce que j'étais aveugle. Fin de l'histoire. Mon nouveau rituel de la soirée consistait à faire le lit, non plus pour l'attendre, mais pour moi-même. Puis, je prenais mon ordinateur et, au lieu de naviguer sur les réseaux sociaux, je naviguais sur les sites d'emploi. Je devais couper tous les ponts. Mon emploi actuel était dans une grande entreprise dont le siège était à Paris et dont les dirigeants connaissaient Jean et sa famille. Si je retournais à Paris dans le même bureau, les questions, la pitié et surtout les informations sur Jean me rattraperaient. Je devais m'exiler, me réinventer ailleurs. J'ai passé 2 nuits à peaufiner mon CV. Marie Delcourt, 29 ans, diplômée, expérimentée en relations publiques. Je ne l'ai pas rédigé pour une entreprise spécifique, mais pour une nouvelle vie. Je cherchais une entreprise qui n'était pas liée à l'architecture, qui n'avait aucun lien avec la bourgeoisie parisienne de l'immobilier, qui me forcerait à apprendre de nouvelles choses, à me dépasser. Je cherchais un poste où j'aurais besoin de toute mon énergie, pour ne laisser aucune place au vide du cœur.
J'ai envoyé une dizaine de candidatures spontanées à des entreprises à Bordeaux, à Lille et même à Bruxelles. Le simple fait de cliquer sur « Envoyer » était un acte de rébellion, une affirmation de ma souveraineté. Je ne quittais pas Jean pour me réfugier dans les bras d'un autre homme. Je le quittais pour me réfugier dans ma propre vie. J'utilisais l'argent de mon salaire pour construire mon propre abri, et c'était l'idée la plus réconfortante qui soit. Un matin, alors que j'étais assise à la terrasse d'un café, buvant mon 2e café de la journée, j'ai vu un couple se disputer passionnément dans la rue. La femme pleurait, l'homme criait, et ils s'aimaient avec une violence et une évidence terribles. J'ai souri, tristement. Notre relation n'avait jamais connu de telles scènes, et notre drame avait été silencieux, souterrain. Nous n'avions jamais eu la force de nous aimer ou de nous détester avec cette intensité. Notre tranquillité n'était pas de l'amour, c'était de l'inertie. Et pour la première fois, j'ai réalisé que leur dispute passionnée était plus vivante que nos 3 ans de paix armée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'écran. C'était la première fois depuis la rupture que je me surprenais à vouloir le débloquer, juste pour vérifier s'il avait essayé de me joindre. C'était une vieille habitude, la marée esclave cherchant à reprendre le contrôle. Je me suis arrêtée, j'ai respiré. J'ai rappelé la voix de Claire. Il est sur le point de venir vous chercher, à Lyon. Jean n'était pas resté passif. Il était en route. Je me suis dit, s'il m'a bloqué, je ne le saurais pas. S'il m'a supplié, je ne le saurais pas. Ce qui compte, ce n'est pas sa réaction, mais ma résolution. Le fait qu'il vienne à Lyon n'est pas une preuve d'amour. C'est une tentative de restaurer l'ordre, de récupérer sa chose, son alibi. C'est de l'orgueil blessé, pas du chagrin. Et je ne serai plus jamais la victime de son orgueil. J'ai transformé mon attente en préparation. Il me restait 2 jours à Lyon pour finaliser ma mission et 2 jours pour me préparer à la confrontation finale. Je devais être inébranlable, calme et surtout indifférente. Je devais lui montrer non pas ma douleur, mais ma libération. La douleur était un lien, la liberté, c'était la coupure définitive. Je me suis entraînée mentalement. J'ai imaginé ce qu'il dirait. La supplique, l'excuse de la faiblesse, la promesse de tout couper avec Claire, le chantage à l'avenir. Et j'ai préparé mes réponses, courtes, factuelles, sans émotion. Je ne voulais pas le démolir. Je voulais simplement l'informer que j'avais déménagé de sa vie et que la porte était verrouillée. J'ai compris que mon plus grand atout n'était pas ma connaissance de sa trahison, mais mon acceptation de celle-ci. J'avais fait mon deuil avant la confrontation. Quand il arriverait, il s'attendrait à la fureur, aux larmes, au mélodrame. Il trouverait une femme calme, organisée, en train de faire ses valises, non pas pour fuir, mais pour commencer une nouvelle vie, laissant derrière elle l'illusion du passé. J'ai regardé la ville. Lyon, ville des lumières et des secrets, avait été le lieu de ma mort et de ma renaissance. J'étais arrivée ici en tant que Marée Thorel, la future épouse de Jean, la femme stable. J'allais partir en tant que Marée Delcourt, l'architecte de ma propre destinée. Je n'étais plus la lune de personne. J'étais mon propre soleil. J'avais terminé ma mission à Lyon. Tous les dossiers étaient nannés. Après, tout dossier était classé. Mes adieux aux collègues étaient Hôtel Lyonnais qui faisait série et c'était testing. Enfin, il est parfait, c'était et poli et sans effusion. J'avais donné l'impression d'une femme professionnelle pressée de rentrer à Paris, mais en réalité, j'étais pressée de quitter la ville du secret pour commencer une nouvelle vie. Je devais prendre mon train pour Paris le lendemain matin. J'étais dans ma petite chambre d'hôtel, en train de plier une dernière chemise, lorsque j'ai entendu frapper lourdement à ma porte. C'était une frappe anxieuse, autoritaire, qui ne demandait pas la permission. J'ai su immédiatement qui c'était. Mon cœur a eu un soubresaut, le dernier spasme d'une peur ancienne, mais je l'ai maîtrisé. J'ai pris une grande inspiration, puis je me suis dirigée vers la porte, mon visage une toile vierge. J'ai ouvert. Jean se tenait là. Il avait l'air épuisé, débraillé, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Son costume était froissé, ses yeux cernés par la fatigue. Il avait visiblement fait le voyage de Paris à Lyon, à la hâte. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de panique et de soulagement, à l'idée de m'avoir trouvé. Il avait dû chercher longtemps, demander à l'autre hôtel, faire jouer ses relations. Non pas par amour, mais par obsession du contrôle. Marée. Il a prononcé mon nom comme une plainte, comme s'il avait perdu un objet de valeur et qu'il venait de le retrouver. Il a fait un pas vers moi, voulant m'embrasser, m'étreindre pour restaurer l'illusion. J'ai reculé d'un pas, mon corps formant une barrière invisible. « Jean, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ma voix était calme, plate, sans reproche. C'était la pire des réponses, car elle ne lui donnait aucune prise émotionnelle. Il s'est arrêté net, déconcerté par mon calme.
Il avait clairement anticipé des larmes, de la colère, un mélodrame. Il s'attendait à ce que je le rejette, mais de façon passionnée. Il n'était pas préparé à l'indifférence. J'ai reçu ta note, j'ai cherché partout, tu as coupé le contact, je ne comprends pas. Il a passé une main dans ses cheveux, jouant le rôle de l'homme désemparé. Je suis désolée, Marée, je suis vraiment désolée. Je me suis mal exprimée l'autre nuit. Et j'étais fatiguée, je n'aurais pas dû dire que tu faisais du désordre. Il s'excusait pour la forme, pour les mots, mais pas pour le fond, pas pour la trahison. C'était une excuse d'architecte. Corriger le plan, mais garder la fondation pourrie. Je l'ai laissé parler, mon regard fixé sur un point, derrière son épaule. Je ne voulais pas que ma sérénité soit interprétée comme un signe de faiblesse ou d'attente. Marée, a-t-il poursuivi, sa voix se faisant plus douce, plus persuasive, le ton qu'il utilisait pour me rassurer. Je t'aime, je suis venue à Lyon, n'est-ce pas? J'ai pris le premier train pour te retrouver. C'est la preuve que tu comptes pour moi. Je suis paniquée de te perdre. Je t'en prie, rentrons à Paris. Oublions cette semaine. Il me tendait une main, me proposant de retourner dans la cage dorée. Mais je n'étais plus la même femme. J'ai souri, un sourire léger, presque triste. « Jean, ai-je dit doucement, si tu voulais me retrouver, tu serais venu la nuit où je t'ai appelé. Tu serais venu par amour, par instinct, et non par peur de perdre le contrôle de ta vie. Tu es venu parce que j'ai dit non et que tu ne supportes pas le refus. » Il a pâli. Le coup avait porté. Mon calme était plus dévastateur que n'importe quelle accusation. « C'est absurde. » Il a repris un ton plus ferme, le ton de l'autorité. « Je ne me soucie pas de l'orgueil. Je me soucie de nous, de notre avenir, notre mariage, Marée, nos familles. Tu vas gâcher 3 ans de stabilité pour... Pourquoi? Pour une crise d'angoisse? Non, Jean, pour la vérité. » J'ai fait une pause, puis j'ai utilisé la phrase que j'avais répétée mentalement. « Jean, tu m'aimes comme on garde un souvenir. C'est confortable, c'est rassurant. On le regarde de temps en temps, mais on ne vit plus dedans. » Il a baissé les yeux, évitant mon regard. Il n'a pas pu le nier. Mon diagnostic était trop précis. Il m'aimait en tant que souvenir de son passé récent, la preuve qu'il avait une vie normale, mais il n'avait pas d'avenir pour moi dans son cœur. Puis, il a essayé le chantage émotionnel. C'est clair, n'est-ce pas? C'est à cause d'elle. Il a relevé la tête, ses yeux pleins d'une douleur feinte, ou peut-être réelle, mais mal dirigée. C'est fini avec elle, Marée. Je te le jure, je coupe les ponts, je change le compte X, je la bloque. Nous pouvons recommencer. Tu ne peux pas recommencer. J'ai secoué la tête. Parce que tu n'as jamais fini avec elle, et même si tu le faisais aujourd'hui, tu le ferais par peur de me perdre, non par choix. Ce n'est pas une base solide. J'ai pris ma valise. Elle était fermée, prête. Mon geste était éloquent. Écoute-moi, Jean. Je ne suis pas ton plan B. Je ne suis pas ton refuge. Je ne suis pas la femme que tu gardes en attendant que ton cœur guérisse. Je suis Marée, et je refuse d'être ton substitut. J'ai senti une force nouvelle en moi, la force de la femme qui se choisit enfin. Si tu voulais vraiment m'aimer, tu serais venu à Lyon cette nuit-là. Au lieu de cela, tu as choisi de me réprimander pour mon désordre. Il a essayé une dernière fois le dernier argument de l'homme riche et dominant. Quitte ton travail, reviens. Je peux te faire vivre. Tu n'auras besoin de rien. J'ai souri. C'était le moment de couper le cordon financier et psychologique. Jean, je n'ai pas besoin que tu subviennes à mes besoins. J'ai envoyé mon CV à d'autres entreprises ce matin. Je ne retourne pas à Paris pour retrouver ma vie d'avant. Je rentre pour en commencer une nouvelle, sans toi. La porte s'est ouverte et le téléphone de Jean a vibré. Il l'a sorti, machinalement. C'était un message. Il a regardé l'écran et j'ai vu l'ombre d'un nom sur son visage. C'était clair. Elle devait s'assurer que Jean était bien parti pour me supplier, comme elle l'avait dit. Jean, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure, mais avec la force d'un marteau. Elle a dit que tu la choisirais si elle te le demandait. Elle t'a dit qu'elle laisserait tout tomber pour toi. Il a levé les yeux vers moi, un regard terrifié. Il ne comprenait pas comment je savais. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai pris mon téléphone, je l'ai tenu dans ma main. Il était bloqué. Je n'avais plus le compte X, je n'avais plus son numéro. Tu ne peux pas me joindre, Jean. Je t'ai bloqué partout. Je ne veux plus te voir. Il a réalisé que sa vie était en train de s'effondrer, non pas à cause d'une dispute, mais à cause d'une coupure chirurgicale. Il a finalement semblé comprendre la finalité de mon geste. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il était sur le point de pleurer. « S'il te plaît, Marée, ne fais pas ça. » J'ai fait un pas, j'ai posé ma main sur la poignée de la porte, l'ouvrant sur le couloir. « Va-t'en, Jean, il est temps pour toi de te tourner vers la lune, et il est temps pour moi d'arrêter d'attendre l'aube. » Il a chancelé, le regard perdu entre moi et la porte. Il a murmuré un dernier mot, un mot que je n'ai pas compris. Puis, il s'est retourné et est parti, son pas lourd, celui d'un homme qui n'a plus de raison de se presser. J'ai fermé la porte doucement.
Je me suis appuyée contre elle et j'ai soupiré. Pas de tristesse, pas de soulagement, juste le calme du travail accompli. La confrontation était terminée. J'avais gagné ma liberté. Je me suis réveillée avec la lumière de l'aube sur mon visage. Une lumière douce, sans filtre. C'était le matin de mon départ de Lyon. Après la confrontation de la veille, je n'avais pas pleuré. J'avais dormi d'un sommeil profond, sans rêve, le sommeil de l'épuisement et de la vérité. La chambre d'hôtel était silencieuse, et pour la première fois, ce silence n'était pas l'absence de Jean, mais la présence de moi-même. J'étais seule, mais je n'étais plus vide. Le premier geste que j'ai fait en me levant a été de regarder la fenêtre. Le Rhône coulait calmement. J'ai eu une pensée fugace pour Jean, rentrant à Paris dans la nuit, la queue entre les jambes, forcé d'affronter le vide que j'avais créé. Sa souffrance, si elle existait, n'était plus mon affaire. J'avais rendu l'homme à sa lune. Mon rôle était terminé. J'ai pris le temps de me préparer. Mes gestes étaient lents, minutieux. J'ai enfilé une robe simple, professionnelle, mais pas mon tailleur d'armure. Quelque chose de doux, de fluide, je me sentais légère, comme si j'avais enlevé un poids immense de mes épaules. Le poids de l'attente, le poids de la stabilité forcée, le poids de l'illusion. J'ai plié les dernières affaires. Au fond de mon sac, j'ai trouvé un vieux billet de train, celui que Jean m'avait envoyé au début de mon séjour. Le billet de retour qu'il avait acheté pour moi, pour assurer mon retour à Paris, à son foyer. Je l'ai sorti, je l'ai regardé. C'était un symbole de sa possession, de sa prévoyance intéressée. J'ai pris les ciseaux de mon kit de couture et je les coupais en petits morceaux, les laissant tomber dans la corbeille. Ce n'était pas un geste théâtral, mais une nécessité. Je n'avais plus besoin de sa permission pour rentrer chez moi. J'ai pris mon téléphone, débloqué mes comptes bancaires et j'ai acheté un nouveau billet, pour un train plus tardif, dans une autre gare. Mon argent, ma décision, mon trajet. C'était un petit geste de souveraineté, mais il avait la saveur d'une victoire. Alors que j'étais assise, attendant l'heure de mon départ, mon téléphone a vibré. Un message. Ce n'était pas un numéro inconnu cette fois-ci. C'était le numéro de Claire. J'ai hésité à l'ouvrir, mais le besoin de clôture, cette ultime confirmation de l'égoïsme de Jean, était trop fort. J'ai cliqué. Il est revenu. Il est ici, à Paris. Il ne parlait que de vous, de votre calme. Il est détruit, mais il est là. Vous êtes parti. Il a choisi. Le message était court, factuel, presque triomphal. Jean avait passé la nuit à Lyon, m'avait supplié, avait joué la carte du désespoir, puis, dès que j'avais coupé les ponts, il était retourné immédiatement vers Claire. Moins de 12 heures après notre confrontation, il était dans ses bras, cherchant le réconfort pour l'orgueil brisé. C'était la preuve ultime que sa visite à Lyon n'avait pas été de l'amour, mais une tentative d'éviter le vide. Et une fois le vide créé, il s'était précipité vers le seul lieu qui lui offrait une existence. Claire n'était pas seulement sa lune, elle était sa bouée de sauvetage. Mon cœur n'a pas fait un bond. Je n'ai pas ressenti de jalousie ni de rage. Seulement un calme profond, une satisfaction amère. Jean avait fait le choix que j'avais prédit. Il avait prouvé que j'avais eu raison de ne pas céder. S'il avait attendu une semaine, s'il avait été seul, j'aurais peut-être douté de ma force. Mais en retournant vers Claire si rapidement, il me donnait ma liberté sur un plateau d'argent. Il me disait « Tu n'as jamais été ma vraie vie. J'ai regardé le message, la confirmation que l'homme que j'avais aimé était un lâche pathétique et non un héros tragique. J'ai pris mon temps pour répondre, mes doigts tapant les mots, avec une précision chirurgicale. Claire, il est là parce que vous êtes là. Votre histoire est votre choix. Mais il est rentré en disant qu'il était détruit. Vous avez vu la version de lui que j'ai créée. Un homme calme, sous contrôle. Il est temps pour vous de voir la version de lui que vous avez créée. Un homme faible qui a besoin d'une béquille. Je vous souhaite de ne jamais être le plan B de quelqu'un. Mais peut-être qu'à votre tour, vous saurez ce qu'est la vérité. J'ai relu le message. Il n'y avait pas de menace, pas de pitié, juste le constat. Je lui renvoyais la balle de la vérité, le laissant seul avec l'homme qu'il était vraiment. J'ai cliqué sur envoyer. Et immédiatement après, j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire. J'ai bloqué le numéro de Claire Luneau. Je l'ai effacé de ma vie, ainsi que Jean, ainsi que le compte X, ainsi que toute la petite tragédie moderne qu'ils avaient orchestrée. J'ai coupé le dernier fil. Je ne voulais pas de la vengeance. Je ne voulais pas de la compétition. Je voulais l'oubli. Je voulais la paix. La sonnette de la réception a retenti. Mon taxi. Je me suis levée, j'ai pris ma valise. Elle était légère, tout comme mon cœur. J'ai regardé la chambre une dernière fois. Le lieu de la solitude, le lieu de la vérité. Dans le taxi, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai regardé devant moi, la ville qui défilait.
J'ai pensé au message que je voulais laisser derrière moi. Non pas des larmes, mais une phrase. La phrase qui était le fil conducteur de mon histoire. J'avais cru être la priorité de quelqu'un, mais je n'étais qu'un choix de remplacement, et en réalisant cela, j'ai appris à ne plus jamais me remplacer pour personne. Le taxi s'est arrêté à la gare de Lyon-Part-Dieu. Je suis descendue, j'ai marché vers le quai, une femme seule, portant une valise, mais portant aussi sa propre valeur. Le train pour Paris était étaqué. Je n'avais plus peur, je n'avais plus rien à attendre de Jean. J'étais libre de devenir moi. Le train a démarré, un mouvement doux, progressif. J'avais trouvé un siège près de la fenêtre, laissant le couloir à l'agitation des autres passagers. La gare de Lyon, par Dieu, a glissé derrière moi, ses structures de métal et de verre s'effaçant rapidement, emportant avec elle le souvenir des derniers jours. La campagne française a commencé à défiler, les vignobles de Bourgogne s'étendant à perte de vue, les petites fermes aux toits rouges, les clochers isolés. La beauté était calme, indifférente à mon drame personnel, et cette indifférence était réconfortante. J'ai posé ma tête contre la vitre froide. Le mouvement du train était régulier, une pulsation mécanique qui contrastait avec le chaos émotionnel de la semaine. J'avais passé des années à chercher la stabilité émotionnelle chez Jean, mais je l'avais trouvée dans ce simple voyage, dans la conscience que j'étais maîtresse de ma destination. Je n'avais plus à attendre son appel, son regard, son approbation. J'étais en mouvement, seule, et ce mouvement était ma nouvelle ancre. J'ai regardé mon reflet dans la vitre, l'image superposée au paysage. Mon visage était reposé. La femme que j'étais avant de venir à Lyon était anxieuse, polie, toujours à l'affût du moindre signe d'approbation de Jean. La femme d'aujourd'hui était silencieuse, résolue. Je ne pleurais pas la perte de Jean. Je pleurais la perte de l'illusion. Et cette perte était une libération. Je me suis souvenue du message de Claire, de son arrogance factuelle. Il est revenu, il est là. Cette phrase, au lieu de me blesser, avait agi comme une suture. Elle avait prouvé que ma décision n'était pas une réaction excessive, mais une lucidité nécessaire. Jean, l'homme de la sécurité, avait fui le vide de sa propre vie pour se jeter dans les bras de son amour passé. Il était faible, et c'était un soulagement de ne plus être la femme chargée de masquer cette faiblesse. J'ai sorti un carnet et un stylo, pas pour écrire un journal intime, mais pour faire des listes. Une architecte, même en deuil, doit planifier. Ma vie à Paris était terminée. L'appartement, la décoration que nous avions choisie ensemble, les souvenirs d'enfance de Jean qu'il avait exposés dans le salon, tout cela appartenait à un passé qui n'était plus le mien. Je devais commencer par le nettoyage. 1. Logement provisoire. Trouver un Airbnb pour un mois, quelque part où Jean ne penserait pas à chercher, loin du 14e arrondissement. Un quartier anonyme. 2. Emploi. Relancer les contacts à Bordeaux et Lille. Accepter le premier entretien. 3. Finances. Séparer les comptes. Changer ma banque si nécessaire. Rendre les clés de l'appartement par voie d'huissier, sans le revoir. Chaque pointe de cette liste était un acte de sevrage. Je coupais les liens financiers, matériels, géographiques. Je m'obligeais à devenir nomade, à reconstruire à partir de zéro, parce que la fondation que Jean m'avait donnée était construite sur du sable. J'ai pensé à ma mère, à ses avertissements. Tu dois le garder. Je l'avais aimé et respecté pour son conseil. Maintenant, je comprenais que ce conseil était né de la peur de la solitude, la peur de l'instabilité financière. Ma mère voulait me voir en sécurité, même si cette sécurité signifiait me diminuer. Elle avait accepté la routine et l'absence de passion dans sa propre vie, et elle me conseillait de faire de même. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas vivre une vie à l'ombre d'un homme qui rêvait d'une autre femme. Je me suis rendu compte que la vraie trahison n'était pas celle de Jean envers moi, mais la mienne envers moi-même. J'avais passé 3 ans à me convaincre que l'absence de conflit était l'amour, que le silence était la paix. J'avais étouffé ma propre voix, mes propres désirs, pour correspondre à l'image de la petite amie stable et sans histoire. Jean m'avait trahi en me mentant, mais je m'étais trahi en acceptant d'être une option. Le soleil est monté dans le ciel, éclairant les intérieurs du train. J'ai vu une jeune femme en face de moi rire avec sa copine, partageant des secrets, des rêves. J'ai ressenti un pincement, non pas de solitude, mais de reconnaissance. Je n'étais plus la femme qui devait chercher son bonheur à travers le regard d'un homme. Mon bonheur serait désormais mon projet. Je me suis levée, je suis allée au wagon-restaurant. J'ai commandé un café fort. J'ai regardé les gens, leurs vies éphémères, leurs conversations. Ils étaient tous en mouvement, et j'étais l'une d'eux, une des milliers de personnes qui se déplacent, qui changent, qui recommencent. J'ai senti une vague d'excitation me submerger. La peur était toujours là, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Mais elle était mêlée
à l'ivresse de la liberté. J'ai repensé au moment où j'ai bloqué Claire. C'était l'acte le plus pur de mon deuil. Je n'avais pas besoin de l'avoir échoué pour me sentir mieux. Je n'avais pas besoin de la vengeance pour valider mon départ. Je devais seulement m'assurer que la boucle de la toxicité était brisée, que Jean soit avec Claire, qu'il la quitte, qu'il soit heureux ou malheureux. Tout cela était devenu le bruit de fond d'une autre pièce. Ma pièce était désormais silencieuse et c'était à moi d'en choisir la musique. Le train a commencé à ralentir, annonçant l'arrivée à Paris. Je me suis dirigée vers mon siège, j'ai pris ma valise. Je ne me sentais plus comme Mare Delcor, la femme du passé. Je me sentais comme Mare, une femme sans attache, sans dette, sans illusion. J'ai regardé la ville s'approcher, les tours familières. Paris, la ville où j'avais cru trouver l'amour et où j'avais trouvé la vérité. J'y retournais non pas en victime, mais en guerrière fatiguée, mais victorieuse. J'avais abandonné la stabilité pour l'authenticité. Et pour la première fois en 3 ans, je me sentais réellement honnête avec moi-même. Le train s'est immobilisé dans la gare de Lyon, le terminus de ce long voyage. J'ai pris ma valise, ma sacoche, et j'ai suivi le flux des passagers. Remettre les pieds à son pied à Paris était étrange. Ce n'était plus ma ville, c'était un lieu de transit, une étape vers l'inconnu. Le bruit, l'agitation, l'odeur familière des grands halls de gare, tout cela m'a frappé avec une force indifférente. J'avais passé des années à aimer cette ville à travers le regard de Jean, à vivre selon son rythme social, à fréquenter ces lieux. Maintenant, Paris était vaste, anonyme, et je n'avais plus d'attache. J'ai pris un taxi, donnant l'adresse d'un petit studio que j'avais loué en urgence, loin, très loin de notre ancien appartement. Le trajet a été silencieux. J'ai regardé les rues, les cafés, les parcs. Chaque coin de rue portait un souvenir, mais ces souvenirs étaient ternis, recouverts d'une couche de mensonges. J'ai vu l'endroit où Jean m'avait embrassé pour la première fois, le restaurant où il m'avait présenté à ses parents, le petit cinéma où nous allions. Il n'évoquait plus la tendresse, mais le théâtre. C'était la scène d'une pièce où j'avais joué un rôle secondaire sans le savoir. Le studio était minuscule, propre, impersonnel. Les murs étaient blancs, le mobilier était simple. L'espace était suffisant pour une seule personne. C'était la première fois que j'avais un lieu qui était entièrement le mien, sans les livres de Jean, sans ses dessins d'architecte, sans l'odeur de son après-rasage. En déballant ma valise, j'ai eu le sentiment de déballer une nouvelle identité. Alors que je vidais les poches de mon manteau, j'ai trouvé l'objet qui avait manqué à ma liste de rupture, la bague de fiançailles. Elle était là, dans un petit étui de velours noir que j'avais oublié de mettre au doigt lors du départ de Lyon. Jean me l'avait offerte il y a un an sous la tour Eiffel, un geste romantique, mais qui, rétrospectivement, me semblait froidement calculé. L'anneau était lourd, brillant. Il représentait la promesse d'une vie qui ne serait jamais la mienne, la promesse d'une stabilité qui n'était qu'un piège. Je n'ai ressenti aucune hésitation. Je n'ai pas eu envie de la jeter. Elle avait une valeur, et je ne voulais pas qu'il puisse dire que j'étais vindicative. Je l'ai posée sur la table, à côté du jeu de clés de notre appartement, que je n'avais pas encore rendu. J'ai pris une enveloppe, j'ai glissé les clés à l'intérieur, puis la bague, toujours dans son étui. J'ai écrit une courte note, la plus impersonnelle et professionnelle possible. Veuillez trouver ci-joint les clés de l'appartement du 14e arrondissement, ainsi que la bague de fiançailles. Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Mare Delcourt. Je n'ai pas adressé l'enveloppe à Jean, mais à son bureau, à l'attention de sa secrétaire. Je ne voulais pas qu'il puisse avoir un moment de contact, même indirect. Je voulais que la rupture soit traitée comme une transaction immobilière, une transaction professionnelle, dépourvue de toute émotion. C'était le dernier acte de ma dignité retrouvée, refuser la tragédie. J'ai pris le temps d'aller poster l'enveloppe moi-même, un acte symbolique de lâcher prise. Lorsque le facteur a pris l'enveloppe et qu'elle a disparu dans la boîte aux lettres, j'ai senti le dernier fil se rompre. Je n'étais plus fiancée, je n'étais plus logée chez lui, je n'étais plus rien de ce qu'il avait créé. De retour au studio, l'espace vide ne m'a pas fait peur, il était une toile. Je n'avais plus de décoration à choisir en fonction des goûts de Jean, plus de couleurs à harmoniser avec les siennes. Je pouvais tout faire ou ne rien faire. J'ai souri en pensant à la liberté d'être à nouveau l'unique architecte de mon espace. Les jours suivants ont été une course contre la montre. J'ai passé mes entretiens d'embauche, forte de mon expérience à Lyon. J'ai parlé avec une clarté et une assurance que je ne me connaissais pas, car je ne cherchais plus à plaire, mais à convaincre de ma compétence. Ma motivation n'était pas l'argent, mais l'indépendance. Et cette motivation a séduit. J'ai eu plusieurs propositions, dont une à Bordeaux, dans une société de conseil. Un domaine totalement nouveau. C'était loin, c'était un défi. J'ai accepté sans hésiter. 6 mois plus tard, la brume matinale enveloppe le port de Bordeaux.
Le vent sans le sel, l'océan, la liberté. Je suis assise sur le rebord de mon appartement, mon nouveau chez moi. Il est plus grand, lumineux, avec vue sur les toits de la ville. Je l'ai décoré lentement, avec des objets que j'ai choisis moi-même, des couleurs que j'ai découvertes. Il n'y a pas de beige, pas de gris souris, pas de couleur neutre. Il y a de la vie. Mon nouveau travail est exigeant, stimulant. Je suis devenue une autre femme, plus forte, plus audacieuse. J'ai appris à dire non, à prendre des risques, à m'imposer. Je ne cherche plus la stabilité, mais l'aventure. J'ai de nouveaux amis, des collègues que j'admire. Ma vie est pleine. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Jean, ni de Claire. Le monde qu'ils occupaient a cessé d'exister pour moi. Parfois, je pense à lui, à cette histoire. Non pas avec de la douleur, mais avec la distance d'une archéologue regardant un ancien site. J'ai compris que Jean n'était pas mon ennemi. Il était le catalyseur de ma propre transformation. Il était la crise nécessaire qui m'a forcé à me choisir. Le nom Jean tourne vers la lune n'est plus qu'un titre de livre. Un titre qui rappelle que si l'on regarde trop longtemps vers le rêve des autres, on finit par perdre la lumière de son propre soleil. J'ai fermé les yeux, sentant le vent frais sur mon visage. J'étais seule, et c'était la plus belle des compagnies. J'avais appris qu'être aimé commence par se choisir, et que la plus grande des trahisons est celle que l'on s'inflige à soi-même. Mon histoire n'est pas celle d'une femme qui a trouvé le grand amour après une trahison. C'est l'histoire d'une femme qui a trouvé la liberté en refusant le faux amour. Et cette liberté, c'était tout ce dont j'avais besoin.